Chapitre 17. Monique traversait une période sombre. Elle pleurait toujours Sabine, mais sans se l'avouer, elle pleurait autre chose. Car la disparition de Sabine, c'était aussi la cessation de tout rapport avec Jean Raquette. Tant que Sabine avait vécu, Monique, par elle, entendait parler de Jean. En allant voir la sœur, elle rencontrait le frère. Et elle s'était flattée que leur amitié se resserrant, leur relation deviendrait plus fréquente encore et que les occasions de voir le jeune homme se multiplieraient. Ses beaux espoirs sombraient. Sabine partie, Monique n'avait aucune raison de se rendre rue de Monceau. Madame Larmoisie, très stricte sur les convenances, n'avait même pas cru devoir faire au père de Sabine une visite de condoléances. Par surcroît, les rapports de Monique avec monsieur Larmoisie n'étaient plus ce qu'ils avaient été. On lui en avait voulu, et beaucoup, d'être retourné chez sa mère. Pour un peu, son père aurait refusé de la recevoir. Il avait fallu l'intervention de Michel pour empêcher une complète rupture. Et pendant plusieurs semaines, lors des visites qu'elle faisait régulièrement au boulevard de Courcelles, elle n'avait reçu qu'un accueil décourageant. L'attitude de M. Larmoisie s'était pourtant modifiée au moment du décès de Sabine. Bouleversé lui-même, ému de la douleur de ses deux enfants, il avait eu pour Monique un retour d'affection, mais soit respect du deuil de Michel, soit rancune persistante, il n'avait pas rétabli le dîner dominical et Monique devait s'en tenir au régime des visites avec ces conditions, peu de chance de rencontrer Jean. Michel venait parfois rue de Grenelle, mais accablé, il ne s'intéressait plus à rien, sa vie avait perdu son objet, cette douleur inconsolable affligeait Monique sans la surprendre. Son frère se remettrait-il jamais d'une pareille catastrophe? Tous ses rêves avaient sombré avec Sabine dans l'affreux étang. Et le coup avait été si soudain, se produisant au moment où il allait toucher au bonheur. À quoi pouvait-il se raccrocher? Quel bien pouvait encore lui ménager l'existence? Se penchant tristement sur elle-même, Monique se disait que son propre rêve avait été détruit avec celui de son frère. Ce samedi-là, au moment de se retirer, Michel se tourna vers elle. « J'allais oublier la commission de papa, il espère, Monique, que tu dîneras demain avec nous. » Et lui, un demi-sourire, son père désarmé, des yeux, elle consulta sa mère. « Vous n'y voyez pas d'inconvénient, maman ?» Aucun. Le dimanche, donc, Monique s'assit entre les deux hommes, à cette table qu'elle avait connue si joyeuse, mais que n'animait plus à présent aucune gaieté. Elle s'efforça, sans succès, d'arracher Michel à ses tristes pensées, il demeurait concentré. « Comme il ressemble à maman », pensait-elle. Monique voyait bien que son père, moins atteint, se lassait de l'atmosphère endeuillée. Le visage de Michel en face de lui le contraignait à réfréner sa voix, ses plaisanteries, son rire, il en souffrait. Aussi savait-il gré à Monique de ses efforts, quand Michel absorbé fixait obstinément son assiette, et il échangeait avec elle un sourire piteux accompagné d'un geste découragé. « La vie n'est pas assez longue pour qu'on la gaspille ainsi dans les regrets et les larmes, lui dit-il en soupirant un soir. Michel s'était retiré sitôt le dessert. Monique mit à profit cette remarque pour poser à son père une question qui lui brûlait les lèvres. Michel a-t-il cessé tout rapport avec M. Raquette et Jean? Il n'a guère revu son ami depuis la mort de Sabine. Il est devenu si sauvage qu'il ne veut plus voir personne et pénétrer dans l'appartement de la rue de Monceau ravive sa peine. Pourquoi n'inviteriez-vous pas Jean à venir ici? Je ne me soucie pas du tout de l'attirer en ce moment. Je doute fort que le pauvre garçon déprimé lui-même puisse être d'un grand secours à Michel et la présence du frère ne pourrait entretenir le souvenir de la sœur. Vous oubliez, papa, que Jean a beaucoup de ressorts, plaida Monique. Lui n'est pas homme à s'enterrer avec son chagrin. Il a dû réagir, son exemple entraînerait Michel. Crois-tu? J'en suis convaincue. J'inviterai donc Raquette, décida M. Larmoisie, qui ajouta malicieusement, si sa présence ne parvient pas à sortir ton frère de ses humeurs noires, elle te fera du moins plaisir à toi. Monique rougit sans répondre, confuse d'avoir été si bien devinée. Elle attend le dimanche suivant avec une impatience mêlée d'inquiétude pour ne pas laisser M. Raquette à sa solitude. Jean n'allait-il pas refuser l'invitation? Il accepta et elle en éprouva une vraie joie. Le dîner fut grave, mais non silencieux. L'actualité, la situation politique, la situation économique, les problèmes sociaux firent les frais de la conversation. Jean s'intéressait à toutes ces questions, comme sa sœur, et par nature, il était un agissant. Se lamenter et s'en tenir là lui paraissait inepte. Il était membre actif d'un groupe de jeunes. Éloigné par son deuil récent des réunions mondaines, il se donnait avec plus de zèle à son groupement. Comment Jean, s'étonnait Michel, tu as encore le goût de t'occuper de ces choses-là. Écoute mon vieux, il y a deux manières d'honorer les morts. Celle des veuves du Malabar et l'autre qui consiste à les continuer. Je n'ai pas le droit de me tuer et j'ai l'obligation de vivre et de faire œuvre utile. Je pleure toujours Sabine, mais je fais ce qu'elle me conseillait. Michel secouait la tête incrédule, tandis que Monique approuvait d'un demi-sourire.
Monsieur Larmoisier, constatant que l'activité de Jean, que son entrain partiellement recouvrait, triomphait, par instinct de la mélancolie de Michel, chercha à favoriser cette amitié salutaire. Il établit qu'en principe, le couvert de Monsieur Raquette et de Jean serait mis chaque dimanche boulevard de Courcelles. Le père de Sabine y venait parfois. Pour Jean, il ne lui arrivait guère de manquer le dîner hebdomadaire. Monique s'en réjouissait. Toute sa semaine était illuminée par la perspective de cette rencontre. Qu'elle était déçue quand, par hasard, le cher convive s'était excusé. 1000 fois, elle s'était demandé ce que Jean éprouvait pour elle. Une vive sympathie due à leur commune fidélité au souvenir de leur chère Sabine, une certaine harmonie de sentiments en face des grands problèmes de la vie, une compréhension mutuelle, mais au-delà. Elle n'osait se flatter qu'il l'aimait. Qu'y avait-il en elle d'aimable, d'attirant? Il lui manquait de l'éclat, du relief, un esprit sémillant. Ses talents et son savoir ne dépassaient guère la médiocrité. Elle était toute dans une tonalité neutre et conséquente, inévitable de son éducation craintive, incapable de toute initiative, incapable d'action généreuse. Jean se marierait sûrement au foyer de son père. Privé par la mort de toute présence féminine, il éprouverait vite le besoin d'introduire une jeune femme. Et Monique s'attendait à ce qu'on lui annonçât les fiançailles du jeune homme. Cette crainte la hantait, gâtait le présent, en l'empêchant de jouir sans arrière-pensée de ce qui lui était donné. Ses rencontres avec Jean presque chaque dimanche à la table paternelle. Et parce qu'elle était uniquement attentive à son innocent roman, elle ne remarquait pas que le ciel la gratifiait d'une autre faveur. L'humeur de sa mère se modifiait dans un sens favorable. Madame Larmoisier, au lieu de se replier sur elle-même, s'occupait de Monique, ayant fait son deuil de son propre bonheur. Elle n'avait plus que le souci d'assurer à sa fille ce qu'elle-même n'avait pas connu, une existence heureuse et tranquille. L'affection de Monique, lors de la mort de Sabine, l'avait émue. Pour consoler l'enfant désolé, elle s'était montrée une maman vraiment tendre, qui essuyait les larmes de sa fille, la caressait, pleurait avec elle. Et le temps faisant son œuvre, Madame Larmoisier constata avec satisfaction que le premier chagrin s'apaisait. Le jour où elle vit le sourire reparaître sur les lèvres de Monique, elle comprit que Jean Raquette rentrait en scène et que le roman à peine ébauché, en Bretagne, se poursuivait boulevard de Courcelles. Sa vieille souffrance reparut avec un peu de dépit que cet amour fût venu sa fille par l'entremise du père. Mais quoi? C'était sa faute. Pourquoi avait-elle isolé Monique? Pourquoi n'avait-elle pas songé à l'introduire dans un milieu jeune et gai? Maintenant, c'était trop tard. L'enfant avait fixé son choix. Ce choix était-il judicieux? Madame Larmoisier ne connaissait pas assez le fils Raquette pour en juger. Il faut tant de conditions pour qu'une union soit heureuse. Les caractères se convenaient-ils? Le frère avait-il la valeur morale de la sœur? Et avant tout, ses sentiments répondaient-ils à ceux de Monique et songeait-il à l'épouser? Elle n'en savait rien et se tourmentait d'autant plus qu'elle n'osait interroger sa fille que toute question trop précise lui effarouchait. Toujours réservée, timorée, Madame Larmoisier estimait que sa situation fausse lui interdisait ce qui eût été permis à une autre mère. Ainsi jugeait-elle ne pouvoir inviter Jean Raquette à venir chez elle. Elle restait là, sans agir, souffrant d'être tenue à l'écart de cette idylle dont elle était réduite à suivre les péripéties en épiant leur reflet sur le visage de Monique. Chapitre 18. La tristesse persistante de Michel touchait profondément le père de Sabine. Tant de fidélité chez un jeune homme de 25 ans témoignait d'un attachement peu commun. Sa fille méritait certes un tel amour, mais que 3 mois écoulés, elle fut encore pleurée de la sorte. Prouvée que sa tendresse avait été bien placée et que celui qu'elle avait choisi était digne d'elle. Monsieur Raquette se mettait à considérer comme un fils et à chérir paternellement le fiancé de Sabine. Et c'est pourquoi, un dimanche soir, arrivant boulevard de Courcelles, il prit Michel à part. J'ai dû nécessairement, après la mort de ma chère enfant, examiner ses papiers. Les uns devaient retourner à des œuvres, les autres être détruits. En faisant ce classement, j'ai trouvé un cahier sur lequel Sabine notait ses pensées, ses impressions. Ce n'est pas à proprement parler un journal, ma première idée avait été de le brûler, mais certaines phrases que j'ai lues m'ont paru d'une inspiration si haute que le courage m'a manqué d'un tel autodafé. Il ne portait pas la mention à détruire sans lire. J'étais donc libre d'en disposer au mieux et conformément à ce que je supposais le désir de ma fille. En y réfléchissant, il m'a paru que ces pages devaient vous être remises, qu'elles vous permettraient de pénétrer davantage l'âme de celle que vous aimiez, qu'elles établiraient une sorte de communion spirituelle entre vous et votre pauvre fiancé. Tandis que Monsieur Raquette parlait, l'expression morne de Michel avait disparu, son regard s'était animé. Comment vous remercier, monsieur, de m'avoir révélé l'existence de ces pages et surtout de m'en permettre la lecture. Vous avez bien deviné quelle consolation j'y trouverais.
En lisant les lignes qu'elle écrivait, comment n'aurais-je pas l'impression qu'elle revient près de moi me parler? Vous savez déjà, sans aucun doute, ce que contient ce précieux cahier? Demanda-t-il à M. Raquette qui lui remettait le registre soigneusement ficelé. Non, mon ami, non. Je n'ai fait qu'y jeter un regard, ayant constaté qu'il s'agissait de réflexions personnelles et intimes, je me suis abstenu d'en poursuivre la lecture. Et comme Michel s'étonnait, un père n'est pas un fiancé. Naturellement, ajouta M. Raquette, je compte sur votre discrétion dans le cas où ces pages contiendraient quelques révélations concernant un tiers. Le jeune homme promit, puis pris de scrupules. Moi-même, ai-je donc le droit de lire des confidences qui ne m'étaient pas destinées? Je vous en donne la mission, moi, l'héritier de mon enfant. Michel n'attendit pas jusqu'au lendemain pour remplir cette mission. Le soir même, M. Raquette, à peine parti, il alla s'enfermer dans sa chambre et d'une main tremblante dénoua la ficelle et développa le papier. Pas de couverture de maroquin, de tranches d'oreilles ni de serrure, un simple cahier cartonné. Avec quelle émotion il l'entr'ouvrit. La chère écriture couvrait toutes les pages, en fragments plus ou moins longs que séparaient des dates. Une curiosité passionnée de lire, un besoin irraisonné de s'emparer de la pensée qu'elle avait emprisonnée là, vainquit ses derniers scrupules. Ses yeux se mirent à dévorer les lignes. Les premières remontaient à 4 années déjà. Sabine écrivait alors « La vie, un vase qui nous est donné à remplir. Une toile blanche sur laquelle nous devons peindre un chef-d'œuvre. Non pas un trésor que nous aurons le droit de gaspiller. La vie doit avoir un objet, plus cet objet est élevé, plus la vie est belle. La vie du saint qui a Dieu pour objet est plus grande, plus précieuse que celle de l'économiste qui ne poursuit que la richesse de tous, que celle du médecin qui se propose comme fin la santé de tous, que celle même du philanthrope qui vise à l'amélioration du sort de l'humanité. Bien choisir le but de la Seigneur, que faut-il que je fasse? Parlez, votre servante écoute. Quelques semaines après, la réponse est venue. Oh, pas dans les éclairs et le tonnerre. Bien naturellement, mon amie Gilberte m'a prié de la remplacer un jeudi déterminé au patronage dont elle s'occupe. J'ai accepté. Et voilà, j'avais mis le bout du doigt dans l'engrenage. J'aime l'enfance et l'enfance même. Ces petites sont gentilles. Elles ne manquent pas de cœur, pas de finesse non plus, mais ce sont des vraies païennes. Pas d'autre idéal que le bien-être, l'argent. Il y a de quoi travailler, le but qui s'offre à mon activité, à ma vie, me servir de la sympathie de ces enfants pour les conduire à Dieu. Par instant, certaines misères, certaines injustices me révoltent. Dieu juste qui voyait et qui pouvait. Comment les tolérez-vous? Pardonnez-moi, mon Dieu, je n'ai pas compris le calvaire, cependant devrait nous ouvrir les yeux. Pour tous, la souffrance et le rachat, la purification. En définitive, les heures de plaisir, de satisfaction, de joie, c'est de l'argent dépensé. Les heures de souffrance, c'est de l'argent placé à la caisse d'épargne du bon Dieu et que l'on touchera au ciel. Michel lisait ces phrases et d'autres semblables et en restait étonné. Sabine, il le savait, avait une foi bien vivante, mais il ne le croyait pas si foncièrement pieuse. Élevé lui-même par une grand-mère qui n'était pas dévote, par un père indifférent, il avait pour tout bagage religieux l'enseignement donné au collège, enseignement qu'il avait mis au second plan parce qu'en dehors des programmes universitaires, dès sa sortie de Stanislas, il avait laissé toute pratique de côté. Il repoussait l'athéisme, méprisait l'anticléricalisme, mais se contentait d'entourer d'une sympathie déférente ce qui touchait à la religion. Il n'eût pas voulu d'une femme incroyante et s'était promis, s'il avait des enfants, de leur assurer une éducation chrétienne. Il s'est estimé par là en règle avec le Créateur et sa conscience, qui avait loin de sa propre attitude à celle de Sabine. N'écrivait-elle pas, la chère petite? La chose la plus illogique qui soit est l'indifférence en matière religieuse. Du moment que l'on croit à l'existence de Dieu, comment ne fait-on pas de la religion le moteur de sa vie? Autant que Michel aimait Sabine, il n'avait pas deviné l'importance qu'elle accordait à la foi. Elle ne l'entretenait guère de ses hautes questions. Elle craignait peut-être de l'importuner. Il l'admirait. Il sentait bien en elle, sous ses manières si simples, une grande élévation morale, mais il ne s'était pas demandé où elle allait chercher son inspiration et sa force. Je sors de l'ordination à Saint-Sulpice, avait écrit Sabine un peu plus loin. Quelle magnifique, quelle émouvante cérémonie. Si j'avais été un homme, je n'aurais pas hésité, je serais entré au séminaire. Quel rôle, être le truchement entre Dieu
et l'humanité, donner Dieu à l'homme par la parole et surtout par le sacrement absurde, ouvrir le ciel aux pécheurs et surtout offrir Dieu à Dieu. Quand j'ai quitté l'église et que dans la rue j'ai vu les gens qui s'agitaient pour leur travail ou leur plaisir étranger, la grande chose qui venait de se passer à côté d'eux, sous les voûtes de l'église, il m'a paru que ces pauvres êtres étaient tous sourds et aveugles. Quelle pitié! Je dis que si j'étais homme, je me ferais prêtre. Et cependant, le couvent ne m'attire pas. Serait-ce parce qu'il est possible? Non, je ne me crois pas la vocation. Un peu plus loin, et à des dates plus récentes, Michel put lire avec elle et moi. J'ai rencontré hier Monique Larmoisi, la sœur de Michel. J'ai l'intuition que nous deviendrons vite amis. Une âme sensible, délicate, qui ne se livre pas aisément. Une pauvre petite qui n'est pas heureuse, épanouie. Elle serait délicieuse. Il était à parier que je la trouverais charmante rien que parce qu'elle est la sœur de Michel. Je me fais une fête de ce voyage à la montagne pendant les vacances de Noël et du jour de l'an. Mon père ne peut nous accompagner et je partirai donc avec Jean et nous retrouverons là-bas Monsieur Larmoisi et ses 2 enfants. 10 jours exquis, bien-être physique, toute cette blancheur, cet air si pur, ces sports qui font circuler le sang et vivre plus intensément. Monique s'y épanouissait à vue d'œil. Quelle charmante créature! Nous nous aimons à présent comme 2 sœurs. 2 sœurs, qu'est-ce que j'écris? Après tout, pourquoi pas? Je connaissais par Michel la regrettable situation des Larmoisi, la terne existence que mène Monique auprès d'une mère neurasthénique qui, tout en l'aimant, la rend profondément malheureuse. Elle-même la chérit, m'a fait quelques confidences. Peut-être avec cette mère hypersensible, s'y prend-elle maladroitement, elle oppose susceptibilité à susceptibilité, froideur à froideur et aux reproches souvent injustes un silence froissé. Elle oublie trop qu'elle a affaire à une malade. Oh, la critique m'est aisée. On s'imagine toujours voir très clair dans le cas du prochain. Si j'étais à la place de mon amie, ferais-je mieux qu'elle? J'en doute. Même, et parce qu'elle semblait me consulter, je lui ai suggéré une conduite un peu différente. Des témoignages de tendresse à cette malade et par contre, en face d'elle, fois une certaine fermeté. Jean m'a l'air de s'intéresser beaucoup à Monique. Tant mieux, Monsieur Larmoisi s'est montré très bon pour nous. Michel, ne parlons pas de Michel, j'en dirais trop. J'ai tenté une démarche près de Madame Larmoisi, désirant conserver des relations avec Monique. Je trouvais convenable d'être présentée à sa mère. L'accueil n'a pas été encourageant. La pauvre petite Monique s'évertue à mieux faire, mais ses avances ne semblent pas comprises. Michel passe ses derniers examens et m'a demandé de prier pour lui. Je l'ai fait et de grand cœur. Entretien très sérieux avec Michel, il m'aime. Je le savais et j'en suis profondément heureuse. Il réclamait un sentiment immédiat, mais la sagesse fait qu'on ne prenne pas une décision grave sans s'accorder le loisir de la réflexion. Si je n'envisageais que mon bonheur personnel, je n'hésiterais pas, mais me marier, c'est quitter mon père, c'est modifier l'orientation de ma vie. Mon Dieu, montrez-moi clairement la voie où je dois marcher. J'ai dit oui. Nous sommes fiancés. Approbation complète de mon père et de Jean. Une seule ombre. Michel est à peu près indifférent en matière religieuse. Sur un point, et quel point, nous ne pensons pas de même. Quand je prierai, sa voix ne se mêlera pas à la mienne et fatalement nous ne verrons pas certains faits sous le même jour. Me flatter de le convertir, je laisse une telle illusion aux petites jeunes filles romanesques. Il faut une autre vertu que la mienne pour obtenir une telle victoire. Que je serais heureuse si notre mariage pouvait amener la réconciliation des parents de Michel. Je le demande à Dieu et travaille de mon mieux à ce rapprochement. Du côté de Monsieur Larmoisi, nulle difficulté. Il est d'humeur si accommodante et avec moi toujours si courtois. De l'autre côté, c'est moins aisé. Il me faudrait d'abord gagner la sympathie de ma future belle-mère. Je crois pouvoir marquer quelques points, si elle savait combien je la plains. Est-il rien de plus lamentable que d'empoisonner par la susceptibilité et la rancune une existence qui pourrait être si calme et si heureuse. J'apprécie de plus en plus Michel. Au premier aspect, il semble avoir hérité l'humeur joviale et insouciante de son père, mais ce n'est que le dehors. À le mieux connaître, je découvre en lui une nature délicate et généreuse qui s'effarouche aisément et se cache alors sous la plaisanterie et le rire. Il a souffert, lui aussi, de la rupture entre ses parents. Il aime sa mère avec laquelle il a des affinités secrètes. Il est venu à moi parce qu'il l'a retrouvé en moi, assure-t-il certaines de ses affinités tant mieux. Il est sensible et bon. Hier, je lui ai raconté incidemment la triste histoire d'une de mes
petite. J'ai surpris de l'émotion dans son regard et il m'a remis une généreuse offrande. Michel m'a fait une scène de jalousie. Il me reproche l'avoir, la tête farcie de mon patronage. « Vous êtes charmante quand je suis là, m'a-t-il déclaré, et soucieuse de m'être agréable, mais je sais trop bien que, dès que je suis partie, vous ne songez plus à moi. Vous pensez à vos petites, au patronage du lendemain, à l'organisation de la tombola. » J'ai convenu que c'était un peu vrai, que mes filles m'absorbaient trop, mais que, leur ayant voué ma vie depuis quelques années, il me fallait un véritable effort pour me déprendre. Il a compris d'ailleurs que je ne pouvais guère renoncer à mon rôle actif au cours de l'année scolaire, sans désorganiser fâcheusement le fonctionnement du patronage. Je lui ai promis de n'avoir plus qu'un rôle honorifique à partir du 1er octobre pour devenir alors exclusivement la fiancée de Michel Armoisy. Il a ri et pour sceller la paix a pris des billets à Matambola. Si j'avais pu mettre en doute la délicate sensibilité de Michel, ces doutes se seraient vite dissipés à la vue du bouleversement que lui a causé la fugue de sa mère. Cette disparition a certes de quoi le tourmenter. Madame Lormoisy a laissé ses enfants dans une ignorance bien troublante de ses projets. Le champ est ouvert aux plus tragiques éventualités. Michel les a toutes envisagées. Il lui faut en même temps cacher son inquiétude à la pauvre Monique, dévorée d'angoisse et de remords. Il s'ingénie à la rassurer et à la distraire. Autant que sa sœur, Michel répugnait à suivre M. Larmoisy au loin tant qu'il ne saurait rien de leur mère. Nous avons, lui et moi, combiné un voyage au Morvan beaucoup plus proche que les Dolomites. Du moment qu'il s'agissait de m'être agréable, mon futur beau-père a de bonnes grâces abandonné son premier projet. Nous y gagnons de passer ensemble ces 15 jours de vacances. Le Morvan me laisse de bien délicieux souvenirs, site plaisant, si vert, si reposant. Surtout la présence de Michel, celle de cette petite Monique que nous cherchions à aiguiller. Nous voici maintenant installés dans notre chère Bretagne. Pendant ce mois d'août, chaque week-end nous amènera Michel et Jean. On a enfin découvert la retraite de Madame Lormoisy, comme il fallait s'y attendre. Monique retourne vivre auprès d'elle. La mère et la fille doivent avoir besoin de détente et de bon air. Un séjour sur nos côtes leur serait salutaire. Mon père autorise à les inviter, pourvu qu'elles acceptent. Madame Larmoisy a accepté. Depuis 3 jours, elle et Monique sont ici. Sans négliger ma gentille amie, je m'occupe surtout de sa mère. Nous allons, elle, moi, nous asseoir sur la plage et nous causons. Madame Larmoisy a compris que je l'aimais et que je la plaignait. Elle s'est ouverte avec moi et s'est lamentée sur sa triste destinée. Elle se juge une victime, ne comprend pas pourquoi la fatalité s'acharne sur elle. Elle m'a raconté tous ses malheurs, malheurs conjugaux, malheurs de fortune, de santé et 1000 petites malchances et non-réussites. Mes filles du patronage diraient d'elle, dans leur langage image, qu'elle a la poisse. Au fond de tous ces événements fâcheux, si on les analyse froidement, il y a eu de sa part, je le crains, beaucoup de maladresse, d'incompétence, d'hésitation intempestive. À côté d'économies et de privations exagérées, elle se permet certaines dépenses presque somptuaires. Elle se plaint de ces hommes d'affaires alors que c'est pour avoir suivi trop tardivement ou incomplètement leurs conseils qu'elle a échoué, et de tout ainsi. À l'origine de ces malheurs domestiques, il y a eu des torts réels de son mari, mais n'eût-elle pas mieux fait pour ses enfants de fermer les yeux, de temporiser, du moins de passer l'éponge et de revenir après quelques années? Son grand sujet d'affection est de sentir que par sa faute, Monique n'est pas heureuse. À l'âge de ma fille, m'a-t-elle dit, on a besoin d'un peu de joie et je ne sais pas la lui donner. Je l'aime, la chère petite, et je ne parviens pas à lui montrer mon affection. Je me lamente, je lui adresse des reproches injustifiés, conscient d'être pour elle un fardeau, mais certaine que d'elle-même elle ne m'aurait pas quittée. Je tentais de disparaître. Quand vous l'avez vu, la chère enfant a trouvé moyen de me rejoindre et de me ramener. J'ai suggéré à Madame Larmoisy que Monique serait plus heureuse si elle pouvait aller librement voir son père, son frère et raconter au retour ce qu'elle a fait avec eux. Assurément, ce serait préférable, a reconnu la mère de mon amie, mais c'est plus fort que moi. Dès qu'elle parle de son père, je me glace, je deviens hostile. La pauvre petite le sent et se tait. Enfin et surtout, Madame Larmoisy m'a confié qu'elle avait à peu près perdu la foi. Pauvre femme, là est l'épreuve suprême, souffrir sans pouvoir s'appuyer sur Dieu. Et ce Dieu, cependant, elle l'a connu et aimé, même elle a pensé au couvent. J'y aurais été bien plus heureuse, soupira-t-elle. Ce n'est pas certain, notre nature nous suit à la sienne et
propre à lui créer des tourments partout où elle eût vécu, même au couvent. Peut-être après tout que le fait de se sentir à sa place eût pu lui donner à la rigueur au couvent une apparente quiétude qu'elle n'a pas connue dans le monde. L'obéissance au supérieur l'eût libérée des scrupules qu'il a travaillé, la pieuse ambiance eût entretenu sa foi. Encore eût-il fallu une vocation véritable et non une simple impression de jeune fille. Le malheur, elle a voulu que dans le monde, elle ait été livrée, sans le contrepoids d'une direction éclairée, à sa sensibilité maladive, à sa conscience scrupuleuse, à l'incertitude de son esprit, aux fluctuations de sa volonté. Elle a eu ce mot amer, Dieu se venge. Non, Dieu ne se venge pas, mais Dieu nous abandonne à nous-mêmes, et c'est nous qui le vengeons sur nous-mêmes. Je n'aurais pas quitté la Bretagne sans regret si Paris ne m'avait rendu Michel. J'apprécie mon fiancé chaque jour davantage et j'ai un peu honte de l'heureuse destinée qui m'attend près de lui. Cette vallée de larmes et d'épreuves va devenir pour moi un paradis terrestre. Dieu me traite un enfant gâté. Je crois Michel incapable de me causer volontairement un vrai chagrin. Il est si bon d'humeur et si facile. Et puis, nous sympathisions sur tant de points. Nous avons les mêmes goûts, les mêmes emballements. Il comprend les actes généreux, s'intéresse aux grandes idées, vibre devant une noble action, une œuvre d'art ainsi grandieuse. L'entente entre nous sera facile. Nous saurons envisager gaiement difficultés matérielles ou revers de fortune. Reste donc, pour attenter à notre futur bonheur, les maladies et la mort. Mais quoi? Les maladies conduisent à la mort, et la mort conduit au ciel, c'est-à-dire au bonheur éternel.